Donc, je vais ouvrir cette matinée en vous faisant une petite présentation de l'oxygène, de la vinification au conditionnement. Donc, vous allez voir, c'est assez généraliste. Ça va vous donner un peu des valeurs chiffrées de nos observations, puisque nous réalisons à la Chambre d'agriculture depuis quelques années de nombreux audits sur différentes conditions d'utilisation du matériel et également de la pratique du conditionnement. Donc voilà, nous allons vous faire part de cette expérience. Donc l'oxygène, ça va être développé tout au cours de la matinée. Bon, c'est ennemi ou ami, en fait la problématique est nettement plus complexe que ça. Et je pense que c'est un allié et un élément indispensable de la vie du vin et de son évolution. C'est vrai que depuis peu, les outils ont quand même bien évolué. Ça nous permet d'avoir des mesures qui sont beaucoup plus précises, souvent de faire des mesures non invasives et qui nous permettent de mieux appréhender un peu cette problématique oxygène. Et voilà, donc nous ici on a choisi de faire l'approche suivante, c'est que l'oxygène on le considère dans un itinéraire technique, parce que quand on parle d'oxygène, il y a une notion de temps qui est importante pour sa consommation et puis également son incidence sur la qualité du produit fini. Et le fait de maîtriser ses apports et d'avoir de la cohérence avec les apports et l'objectif que l'on s'est fixé donne en général des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. La notion d'oxygène est indissociable donc de la température, de la constitution également du liquide. Je pense que mon collaborateur suivant vous en parlera avec plus de détails, ainsi que de la turbidité. Et on peut également définir maintenant pour un vin ses besoins en oxygène total en fonction de l'objectif que l'on s'est fixé. Voilà. Alors, c'est l'oxygène dissous qui est préjudiciable à la qualité du vin. Et en fait, le taux d'oxygène dissous va dépendre de la cinétique de consommation et de la vitesse de solubilité. Alors, on s'intéresse de plus en plus à l'oxygène parce qu'en fait, il y a une problématique qui est apparue et qui va se développer aussi, c'est la maîtrise du SO2. Et un élément important pour bien maîtriser son SO2, c'est la maîtrise de l'oxygène. Je pense que tout viticulteur qui aura une maîtrise précise de son oxygène pourra se passer de doses de SO2 comme on les employait par le passé. Voilà. Les résultats que je vais vous présenter par la suite sont des résultats qui sont des résultats de terrain, ce ne sont pas des résultats issus d'expérimentation, ce sont des mesures que nous avons fait dans des propriétés, dans des caves, voilà, chez des prestataires, tout au cours de nos audits. Et c'est un travail qui a été initié par Catherine Chassanou, alors il y a quasiment une dizaine d'années, avec du matériel qui n'était pas très très performant. C'est vrai que maintenant, depuis quelques années, là, depuis, on disait 2009, je crois, c'est ça, 2009-2010, on dispose maintenant d'appareillages qui sont vraiment performants et qui nous permettent d'être très précis dans nos mesures. Voilà. Et quand nous auditons sur le terrain des propriétés ou des process, en général, ce que l'on aime bien faire aussi, c'est de suite mettre en place des mesures correctrices et voir leur impact en fait sur le bilan oxygène de la pratique. Et on nous a demandé également de plus en plus de faire apparaître l'oxygène dissous dans les cahiers des charges, donc que ce soit des cahiers de charges de conditionnement, mais également de process, de validation, de process de transfert de vin, voilà, ou de pressurage aussi, ça arrive. Et quand on parle donc d'oxygène dissous, je voudrais aussi dire qu'il est important de considérer les autres gaz. Parce que pour se prémunir de l'oxygène dissous, on a besoin de gaz neutre pour s'en protéger. Et on a 3 principaux gaz à l'heure actuelle qui sont employés, qui sont le CO2, l'azote et l'argon. Et on a tendance à se cantonner souvent à l'utilisation de l'azote ou du CO2, et on se rend compte que l'argon peut être un allié très très utile, notamment pour tout ce qui est inertage des contenants, voilà, et inertage des transferts. Alors, quelques généralités. J'espère qu'elles seront en phase avec les autres présentations. La vitesse de dissolution donc augmente avec la surface en contact avec l'air, bien entendu. Ça, on va dire que c'est la règle de base. Mais il y a également des choses qui peuvent augmenter cette dissolution, et notamment, je pense, quand je vous ai mis attention aux flux turbulents, on a souvent tendance à utiliser des pompes qui ne sont pas adaptées au diamètre des tuyaux dans lesquels on fait des transferts de vin, avec parfois des prises d'air, des raccords, des choses qui peuvent avoir une incidence assez importante sur la dissolution de l'oxygène. Voilà. Et les vidanges, bien entendu. Et la vidange, ça se maîtrise, et on peut avoir maintenant des cuves qui sont en vidange. J'ai vu des cuves qui faisaient plus de 500 hectos, dans lesquelles on avait 170 hectos de vin blanc,
dans laquelle il n'y avait pas 1 mg d'oxygène dissous dedans. Donc si on maîtrise bien l'inertage, on arrive même sur des vidanges à avoir des choses qui sont tout à fait correctes. Et bien sûr, la vitesse de dissolution est également impactée par la teneur en oxygène dissous initiale dans le vin. Plus sa teneur va être basse à la base, et plus il va être, on va dire, gourmand en oxygène et en dissoudre rapidement. Ensuite, la solubilité dans le vin augmente donc avec les faibles teneurs en alcool, mais également, après, on verra, mais ça ne concerne vraiment pas le vin, des teneurs beaucoup plus importantes en alcool. Et l'absence de sucre résiduel aussi favorise la solubilité. Les températures basses. Alors les températures basses vont augmenter la solubilité, mais vont diminuer par contre la vitesse de consommation de l'oxygène. Donc on considère qu'on est à peu près à 8,4 mg d'oxygène dissous à saturation dans un vin qui est à 20 degrés et à 1013 millibars de pression atmosphérique. Et grosso modo, on augmente de 10% cette valeur toutes les baisses de 5 degrés de la température. Voilà, on peut arriver jusqu'à des valeurs de solubilité maximale de 12 mg voilà, sur des températures en dessous de 10 degrés. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à préconiser de travailler les vins à des températures qui oscillent entre 14 et 16 degrés et qu'en dessous, si on n'a pas une maîtrise vraiment approfondie de l'oxygène, il vaut mieux éviter de travailler les vins. Alors l'oxygène et le mou, ça va être notre première série d'informations. Donc le mou est un milieu qui est très sensible à l'oxygène. Il est le théâtre de plusieurs types de catalyses, donc les catalyses qui sont dites enzymatiques et chimiques. On verra qu'une fois la fermentation alcoolique terminée, on a surtout des catalyses qui sont chimiques pour la réaction de l'oxygène. Deux phases critiques en blanc notamment, l'extraction des jus au moment du pressurage et le transfert après de ces jus dans les cubes. Donc il est important là de bien définir sa façon de travailler pour qu'on ait un triptyque température, inertage et qualité produit recherché qui soit en adéquation et qui soit logique. Voilà. Et on peut raisonner également l'inertage en fonction des fractions extraites. C'est vrai que certaines fractions, notamment les fins de pressurage qui sont en général plus riches en polyphénol, l'oxygène peut être un allié justement pour venir détruire des fractions qui peuvent favoriser l'oxydation. Alors ça, c'est un exemple de travail que l'on a mené il y a une année de ça. C'était pas les vendanges dernières. Sur ce graphique, vous faites, on s'est intéressé à un pressurage pneumatique avec un pressoir classique, pas du tout inerté. Et donc, la courbe en vert matérialise en fait les différents cycles de pressurage avec les pressions. La courbe en bleu est le premier cycle de pressurage qui a été fait, on va dire, dans les conditions normales d'utilisation du pressoir. Le viticulteur avait une façon de travailler, on lui a laissé faire et on a fait nos mesures. Et on voit bien que, en fait, en bleu, les courbes d'oxygène dissous varient beaucoup et sont relativement importantes puisqu'on a des pics, à plus de 4 mg d'oxygène dissous dans les mous extraits. Autant vous dire que ça a une incidence énorme sur les précurseurs aromatiques et sur l'oxydabilité de ce mou. Et avec ce cycle fait normalement, on arrivait grosso modo sans protection particulière à 3 mg d'oxygène dissous dans la cuve une fois le cycle de pressurage terminé, ce qui est très important. Le deuxième remplissage de pressoir, on est parti sur une protection avec des sticks de carboclasse. On a géré un peu plus l'inertage également de la mée. On a fait aussi attention au transfert, à ne pas pomper d'air, à avoir des tuyaux qui ne soient pas immergés dans les cuves, enfin à être beaucoup plus vigilant, inerter le contenant de réception. Et on voit que par des pratiques qui sont relativement simples, sans être très contraignantes pour le propriétaire, sur ce type de pressoir, on a pu grosso modo diviser par 2 la teneur en oxygène dissous au final dans la cuve. Il faut savoir qu'on a des propriétés avec des pressoirs classiques qui arrivent à avoir moins de 1 mg d'oxygène dissous dans les mous en fin de cycle de pressurage. Voilà, en étant très rigoureux. Alors ça, c'est une étude qui a été faite cette année. Donc toujours la mesure de l'oxygène dissous, mais alors là, sur un pressoir pneumatique qui est totalement inerté, c'est la caractéristique de ce pressoir.
Bon, je ne citerai pas de marque, mais ils ne sont pas nombreux à travailler avec ce type de matériel. Et donc, vous voyez que là, toujours les cycles de pressurage sont en vert, avec les différentes montées en pression, les cycles de revêchage. Vous voyez que l'on est sur des cycles qui sont assez longs, hein. Pour des extractions en blanc, on est à 2h30, voire 3 heures parfois. On est sur des mous qui sont des vendanges qui étaient très froides, conservées en chambre froide et pressurées le matin très tôt. Et vous voyez là, par contre, que dès que le système a fait l'inertage de la cuve de pressurage, vous voyez que très très peu d'oxygène est dissous. On a un peu d'oxygène qui est extrait à chaque rebêche, mais c'est vraiment très faible. Et là, sur ce pressoir, sans intervention particulière, nous sommes sur la cuve en fin de pressurage à 0,2 mg par litre d'oxygène. C'est une pratique là, voilà, qui montre, ce type d'étude montre bien l'efficacité du système. Donc, sachant que ces phases-là, qui sont beaucoup plus riches en polyphénol, peut-être qu'il aurait été souhaitable de voir de l'oxygène, par exemple, pour les débarrasser de cette richesse polyphénolique, ou alors, derrière, faire éventuellement un collage spécifique. Et sur cette propriété, nous allons, l'an prochain, donc coupler ces résultats donc, avec les volumes extraits, la conductivité, la mesure du pH, puisqu'on a la possibilité de faire la mesure du pH du mou en direct. Et on voit que là, par contre, la maîtrise de température basse est intéressante, parce qu'on limite les phénomènes enzymatiques, et même si on était dans des phases où on peut supposer augmenter la solubilité de l'oxygène, comme le pressoir est parfaitement inerté, on limite les phénomènes enzymatiques, et par contre, on ne dissout pas d'oxygène. Donc c'est un système qui est très intéressant. Alors, on est souvent contacté là pour des problèmes d'inertage de contenants. Il y a beaucoup de propriétés qui font de l'inertage, notamment avec des tromblons de neige carbonique. Et donc là, la première phrase que j'ai envie de vous dire, c'est attention aux leurres de la neige carbonique. On a un effet de sublimation, souvent de la vapeur d'eau, de condensation. On a une neige qui déborde de tous les côtés. Et bien souvent, pour nous, visuellement, c'est un indicateur d'inertage, ce qui n'est pas du tout le cas. Ici, par exemple, la pratique de base sur la propriété était de faire de la neige carbonique jusqu'à débordement en fait, de la cuve, de cette fumée blanche, on va dire. Quand on fait la mesure dans la cuve avant son inertage, donc en pourcentage d'air saturé, on était à 99%. Une fois que le viticulteur a mis en place sa pratique de soi-disant inertage, on se rend compte qu'en immergeant la sonde, on est toujours à 87%. Donc là, autant dire que l'inertage, il était inutile, il a gaspillé du gaz pour rien. Donc on a décidé d'essayer d'optimiser le système. Donc on est passé avec de l'azote, avec une injection à 4 bars pendant 2 minutes, bon, ce qui n'était pas vraiment suffisant, mais qui déjà indiquait quand même un certain gain. Alors le problème de l'azote, c'est que grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, il faut 5 à 6 fois le volume de la cuve inertée pour vraiment avoir un inertage qui commence à être intéressant. Donc nous, c'était pas satisfaisant. Donc on est passé avec la même pratique d'azote et on a rajouté la neige carbonique qu'il y avait à la base. On est descendu à 37% et on a un gain qui est quasiment de 60%. Alors il faut savoir que l'idéal serait d'être en dessous de 10% pour avoir un inertage qui soit satisfaisant. À l'heure actuelle, les pratiques d'inertage qui donnent les meilleurs résultats, c'est soit de travailler avec une cuve pleine que l'on vide et que l'on substitue en fait avec un gaz. Ça marche à tous les coups. Et après, on a aussi l'addition en fait d'un gaz combiné argon-CO2, 80% d'argon et 20% de CO2, qui est un apport qui est très intéressant. En grosso modo, à 4 bars en 2 minutes, un contenant qui fait entre 50 et 100 hectos, on arrive à l'inerter de manière tout à fait convenable. Alors c'est une pratique qui est un peu plus coûteuse, mais qui marche très très bien. Et en plus, on utilise des volumes qui sont quand même moindres que ce que l'on aurait besoin, par exemple, en azote pur. Alors là, je vous ai mis des fourchettes, on va dire, parce que c'est vraiment à titre indicatif, ce sont des valeurs, sachant qu'on peut toujours descendre plus bas que ce qui est indiqué, et on peut également avoir des valeurs qui sont plus élevées que celles que je vous indique. Donc on le voit sur des pompages. Le transfert de cuve, je vous ai mis mini -1, parce qu'effectivement, sur des transferts de cuve où on a des injections de gaz neutre notamment, on arrive à désoxygéner légèrement les vins pendant ces
ces transferts si la pratique est bien faite. Voilà, c'était plus... c'était pas forcément le but de l'opération, mais ça fonctionne. Vous voyez aussi sur les stabilisations au froid que la technique de l'électrodialyse, qui est de mieux en mieux maîtrisée et sur laquelle maintenant les appareils sont équipés d'inerteurs, on arrive à avoir des résultats qui sont satisfaisants pour stabiliser tartriquement les vins. On a beaucoup moins d'oxydation que l'on pourrait avoir, par exemple, avec une stabilisation par le froid, où on est obligé de filtrer des vins qui sont très froids, avec des filtres qui ne sont pas toujours facilement inertables, et on a tendance à avoir un peu plus d'oxygène dissous en sortie de traitement. Voilà. Les filtrations cartouches, bon, évidemment, qui sont dans des milieux complètement clos, qui donnent de bons résultats. Voilà. Alors après, sur les transferts de vin, maintenant, c'est vrai qu'il est souhaitable, si on souhaite vraiment maîtriser son oxygène, d'avoir des injecteurs, au moins un injecteur dans le chai pour pouvoir équiper les pompes, c'est intéressant. Travailler avec de l'azote suffit bien souvent. Si vous n'avez pas de générateur, une simple bouteille peut permettre quand même de gérer pas mal de volume. Et il faut se placer à des débits qui sont entre 6 et 12 litres par minute. C'est là qu'on a en général les meilleurs résultats, en fonction des débits de pompe. Voilà. Et ça peut servir également à pousser du vin. Ça évite de pousser soit avec de l'air, soit avec de l'eau. Et donc, comme je vous le disais, oui, on constate parfois sur les transferts de vin des désoxygénations si ça fonctionne très bien. D'ailleurs, on parle d'oxygène, mais on pourrait parler de désoxygénation. Je pense que c'est une technique dont on parle peu pour l'instant, mais effectivement, ça permet souvent, quand on a de l'oxygène dissous, on va avoir tendance à remonter un peu les vins en température s'ils sont trop bas, et à se donner un laps de temps en se disant, ben voilà, c'est un vin rouge, je vais attendre, j'ai 2 mg d'oxygène, je vais attendre par exemple 15 jours à 16 ou 18 degrés qu'il consomme son oxygène, et puis après je serai tranquille, je partirai de quasiment zéro. En fait, je ne pense pas que ça soit forcément la bonne solution. Je pense que quand on constate qu'on a une teneur en oxygène dissous qui est trop importante, je pense qu'il est souhaitable quand même de plutôt l'éliminer que d'attendre qu'il soit naturellement consommé par le produit. Ça nous permet de mieux gérer les apports et les teneurs totales en oxygène dissous que l'on va amener dans son vin. Alors, il y a une étude que l'on va mener à partir de l'an prochain, parce qu'on a de plus en plus de demandes à ce sujet. C'est l'intérêt du pressurage des linges rouges et de la maîtrise justement de l'oxygène pendant le pressurage des mares. Alors là, je n'ai pas grand-chose à vous dire à ce sujet, si ce n'est que pour l'instant sur le terrain, tout le monde nous dit que ça donne de très très bons résultats. Ils sont tout à fait satisfaits en fait des vins de presse qu'ils obtiennent. Donc l'an prochain, on a décidé de mener une étude là-dessus en faisant des mesures sur plusieurs sites. Voilà, mais je pense que est-ce que le gain qualitatif est en adéquation avec l'investissement du pressoir qui permet ce type de pratique? Ça, sur des vins de presse et suivant les millésimes, j'ai un doute. Donc voilà, on va étudier ça et puis je pense qu'à l'occasion, on publiera quelque chose à ce sujet. Alors, un point sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde un peu. Dans les chais, on a des tuyaux, on a des pompes et on a des débits. Et bien souvent, on constate que les pompes ne sont pas adaptées au diamètre des tuyaux et que bien souvent, on transfère des vins à des vitesses qui sont beaucoup trop importantes par rapport à ce qu'on devrait faire. Et on crée bien souvent des flux qui sont turbulents et qui vont avoir tendance quand même à émulsionner le vin et à dissoudre beaucoup plus de gaz. En plus, plus le liquide va circuler vite dans un tuyau et plus on va avoir un effet de Venturi. Il suffit qu'on ait des raccords qui soient mal serrés, qu'on ait un tuyau qui soit percé, le tuyau ne va pas fuir, mais va par contre aspirer de l'air. Et on constate que bien souvent, c'est une source d'enrichissement assez importante. Donc, vous le voyez, si on prend, on va dire, un flux qui doit rester laminaire dans un tuyau, il faut qu'on se situe sur des vitesses de circulation qui soient entre 1 et 1,5 mètres par seconde. Vous comprenez bien que si on utilise des tuyaux de 40, on va être relativement limité sur les débits et on ne devrait pas normalement excéder 70 hecto-heures, ce qui est rarement le cas. On a bien souvent des pompes qui travaillent à 100, 180 hecto-heures, qui sont 50, qui sont montées avec des réducteurs pour pouvoir y brancher du 40. Mais bref, on est vraiment à l'opposé de tout ce que l'œnologie nous préconise. Et donc, travailler avec des tuyaux de plus gros diamètre. Ça, c'est la base du travail. Et 70, c'est vraiment l'idéal. Alors, je sais que tous les chais ne peuvent pas être équipés avec ce type de diamètre, mais à 70 mm de diamètre, on peut monter jusqu'à 200 hecto-heures sur des transferts. Voilà. Et bien sûr, alors, j'ai limité les raccords, limité les coudes.
Bon, les coudes, oui, mais et surtout limiter les fuites, être bien vigilant sur les fuites. Hein, des tuyaux qui sont convenablement serrés pour ces effets de venturie ont tendance à être quand même assez gourmands en air. Alors là, je vais vous présenter quelques slides qui concernent la filtration sur des vins finis. Donc ça, c'est un travail qu'a fait Maud-Lisa Beaufuret à la Chambre cette année et l'an dernier. Et donc, elle a fait des mesures en continu en entrée et sortie filtre, en oxygène dissous, pour voir un peu quels étaient les enrichissements moyens qu'on avait avec les différents types de filtration. Donc là, il s'agit de la filtration d'un liquoreux, une filtration tangentielle à 0,2 microns. Et vous avez en entrée donc l'oxygène dissous du vin, qui était déjà notablement élevé, et en sortie, l'oxygène dissous qui était mesuré à la sortie du filtre tangentiel. On constate des pics. Alors c'est vrai que au cours des mesures, on était un peu inquiet sur la teneur totale en oxygène dissous, parce que en fait, ça correspondait au cycle de nettoyage de l'appareil. Mais on se rend compte qu'au final, en fait, l'enrichissement total n'a été que de 0,2 mg. Parce qu'ici, c'est pas corrélé, mais en fait, ici, les débits sont vraiment très très limités, voire nul à ces moments-là. En général, sur ce type de filtre, on considère qu'on a un enrichissement moyen qui va de 0,5 à 2,5 mg. Ça dépend beaucoup des conditions de l'utilisation qui est faite du matériel et de la maîtrise de l'opérateur. C'est valable pour beaucoup de matériel. Bien souvent, on constate que l'enrichissement, il est plutôt dû à une mauvaise maîtrise du matériel que l'on a entre les mains, et souvent, un opérateur bien formé va travailler avec de très bons résultats. Ici, c'est un exemple sur de la centrifugation. Alors, la centrifugation, là, c'était sur un vin thermovinifié cette année. Donc, pareil, on voit qu'en sortie, on est quand même sur des valeurs qui sont notablement importantes au niveau du vin. Alors, c'était un vin en plus qui était froid. Et vous voyez qu'il y avait déjà, dans la cuve, il y avait un gradient d'oxygène dissous. Et qu'on a quand même fait un enrichissement qui est notable, puisqu'à la cuve ici, le gain en sortie et filtration terminée était aux alentours de 2,5 mg par litre. Donc ça, autant vous dire que c'est une opération qui est considérée comme non maîtrisée. Et en centrifugation, pareil, là, la fourchette peut aller même un peu plus haut, on va de 1 à 4 mg par litre, sachant que même 1, on peut descendre en dessous si on a une très bonne maîtrise et un bon inertage. Voilà un exemple assez catastrophique de ce qui peut être fait avec ce matériel. En entrée, un vin qui était quasiment dépourvu d'oxygène dissous, et on voit qu'on prend 3 mg d'oxygène en moyenne sur toute la durée de la filtration. Bon, ben voilà. Là, ici, la désoxygénation, par exemple, peut être une alternative intéressante pour résoudre cette problématique. Alors, l'oxygène et le conditionnement. Alors ça, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai mené pas mal d'audits cette année en propriété et sur les caves, sur le conditionnement des vins. À l'heure actuelle, je pense que si on constate sur des vins une hétérogénéité d'une bouteille à l'autre, on peut identifier 2 causes possibles: l'obturateur et les conditions de mise et la présence d'oxygène dissous dans les bouteilles. Je pense que si on écarte le risque microbiologique qu'on considère par exemple maîtrisé par la filtration et les conditions de désinfection de la chaîne, je pense que c'est les 2 principales raisons qui peuvent expliquer cette hétérogénéité. Alors nous sommes équipés d'un set de bouteilles, comme celle que vous voyez sur la photo de droite, qui possèdent des pastilles qui nous permettent de faire des mesures non invasives sur le contenant, c'est-à-dire que ces pastilles sont collées à l'intérieur de la bouteille. On va faire circuler ces bouteilles dans la chaîne de mise et on va pouvoir faire, sans les déboucher, des mesures à travers le verre pour voir quelle est la phase d'oxygène gazeux et la teneur en oxygène dissous. Et de là, on va en déduire l'oxygène total et on va regarder par rapport au départ si les conditions de mise peuvent être considérées comme satisfaisantes ou s'il y a des points d'amélioration à apporter. Voilà. Alors, le conditionnement, c'est souvent fait par un prestataire. C'est une étape qui est cruciale, hein, c'est 2-3 ans de travail derrière. Et après, on ne peut plus intervenir sur le vin. Donc, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser et qui doit être contrôlé. Voilà. Nous contrôlons également
la ligne de tirage, parce que ça peut être aussi une source d'enrichissement. Une pompe qui a un débit trop élevé, avec un pressostat mal réglé, un bypass qui tourne sans cesse sur lui-même. Enfin voilà, on peut trouver plein de choses. Une cuve également, une cuve de tirage qui est mal inertée. Voilà. On contrôle donc toutes les têtes de tirage. On est équipé pour contrôler jusqu'à 36 têtes d'un coup. Et on contrôle également toutes les têtes de bouchage. Et l'audit se déroule de la façon suivante. On va faire passer une première série de bouteilles, on va faire les mesures, on va avoir les résultats en temps réel. Et en général, ce qu'on essaye de faire, si on constate vraiment de trop gros écarts ou d'une hétérogénéité importante entre les mesures, on met en place des mesures de correction. Et ces mesures-là vont nous permettre après de voir sur la deuxième série si elles ont présenté une efficacité ou non. Et j'en reviens toujours à la notion de formation du personnel et de rigueur dans le travail. Le meilleur outil du monde peut être mis dans les mains de personnes pas du tout compétentes, pas du tout attentionnées, et on va avoir des résultats qui peuvent être catastrophiques. C'est très important. L'opérateur est un élément déterminant dans la mesure et la maîtrise de l'oxygène. Là, je vous ai mis quelques slides d'exemples, par exemple, de mesures que l'on fait. Donc ici, on est sur une chaîne qui avait 24 têtes de tirage. Donc on partait avec une certaine valeur en oxygène dissous dans le verre initial. Et on voit qu'on a mesuré pour chacune des bouteilles en fait la partie d'oxygène, l'oxygène dissous dans la phase vert, et on voit qu'on a quelques têtes qui décrochent légèrement. On est à plus 0,5 mg. Donc ça, c'est des têtes par exemple à la pause qu'on peut faire vérifier. Bon, c'est pas un problème de joint, voilà. Alors, on part de la base du vin. Donc on a des vins qui sont conditionnés, qui n'ont quasiment pas d'oxygène dissous, on est à 0,2 voire quasiment 0, et par contre on a des vins aussi, ça nous est arrivé, la première surprise c'est de voir qu'on conditionne un vin déjà qui a plus de 3 mg d'oxygène dissous, donc là c'est sûr que le rétro-planning et les contrôles en amont n'ont pas été convenablement effectués, et en fait là on peut considérer qu'avec 3 mg par litre d'oxygène dissous dans un vin, le vin n'est pas du tout prêt à la mise, même si analytiquement sur tous les autres paramètres il est bon, on ne peut pas se permettre de conditionner un vin avec ces teneurs-là. Et en moyenne, les apports oscillent entre 0,2 et 2 mg. Ça dépend beaucoup des chaînes de mise, mais voilà. On a des chaînes où on n'apporte quasiment pas d'oxygène. Donc la qualité du matériel et ses réglages sont déterminants. L'inertage du contenant, donc de la bouteille, donne vraiment de très très bons résultats, à condition qu'il soit bien fait. On voit souvent des injecteurs de gaz qui sont situés à quelques millimètres au-dessus du goulot, mais dans lequel on n'a pas fait un vide préalable, par exemple. Et donc, en fait, l'azote qui est injecté va venir rebondir, en mettant la bouteille en légère surpression, va venir rebondir sur l'air qui est contenu. Et en fait, on injecte de l'azote qui part dans l'atmosphère, mais qui n'inerte pas du tout la bouteille. Et ça, c'est les cas les plus fréquents que l'on voit. On a aussi des systèmes qui font de l'inertage maintenant avec de l'azote liquide. Bon, les résultats sont un peu meilleurs parce qu'on arrive à positionner l'azote au fond de la bouteille, mais bon, il y a un effet de sublimation, pareil, avec si on a une rinceuse au préalable, ça peut être un peu trompeur aussi sur les résultats. Le mieux, c'est de faire un vide et une injection de gaz derrière, c'est là où on va le mieux inerter le contenant. Et bien sûr, pas oublier d'inerter la cuve pendant son tirage, parce qu'évidemment, elle va se mettre en vidange, et là, on a une surface en contact avec l'air, qui sur la fin de mise peut être très importante. Quand on a vraiment la possibilité, il est considéré souhaitable d'éliminer les derniers hectos de la cuve, de les mettre de côté, de ne pas les conditionner. S'arrêter avant sa vidange complète. Donc vous le voyez sur ces graphiques-là, on détecte très rapidement si une tête est défectueuse et on peut intervenir de suite. Donc les principales sources d'enrichissement quand on a la ligne qui tire en continu, ce sont les pauses, s'il y a une casse matérielle, voilà, le changement de cuve, bien entendu, et la pause de midi. Ça, pour les personnels, c'est pas facile, mais entre midi et 2, il ne faudrait pas arrêter la chaîne. Il faut qu'elle continue à tourner. La tête de bouchage, donc ces bouteilles-là sont numérotées, elles passent, et donc on va en fait répercuter aussi les mesures que l'on fait sur l'oxygène gazeux dans la bouteille. On va les répercuter pour chacune des têtes sur un graphique qui va nous permettre de voir un peu la dispersion des mesures que l'on a, et puis l'amplitude également, pour voir quelles sont les têtes qui sont considérées comme étant en dysfonctionnement. Alors en Gironde, c'est un poste qui est un peu moins sensible. On a eu une discussion avec Jean-Baptiste à ce sujet-là. Alors, suivant les régions viticoles, il semblerait que ça soit
un élément très important de l'hétérogénéité voilà, au sein d'une mise. En Gironde, l'espace de tête est relativement réduit, et donc je pense que c'est ce qui fait que ça a un peu moins d'incidence chez nous, surtout quand on se cantonne avec, voilà, avec des hauteurs de dégarnis qui sont, on va dire, inférieures à 17 mm, on arrive à avoir des teneurs en oxygène total en proportion qui sont relativement faibles. Mais ça peut représenter quand même 50% de l'oxygène total contenu dissous dans la bouteille. Et attention aux cadences faibles, on a des machines qui sont maintenant des Ferrari de la mise en bouteille, qui peuvent fonctionner à 8000 bouteilleurs sur des chantiers. Et puis pour des raisons X ou Y, parce qu'il y a un marquage au laser, parce qu'il y a ceci, il y a une contre-étiquette sur de la 4OP, on va faire fonctionner ces machines-là en sous-cadence. On va être à 2000 bouteilleurs, et alors là par contre c'est la cata. Et là on le remarque de suite. Dès que les machines sont en sous-régime, en général, l'oxygène gazeux augmente vraiment de manière significative. On peut doubler les valeurs. Voilà. Donc je vous l'ai mis. Voilà, ça peut être à l'origine de variabilité. En moyenne, les apports à ce poste-là excèdent rarement 1 mg d'oxygène dissous. Et pour avoir un inertage acceptable, il faut être en dessous de 40 hectopascales dans ce ciel gazeux. Je ne sais pas si vous m'accordez. Oui. S'ils ont d'autres valeurs à ce... Nous, c'est ce qu'on fixe. Si on atteint ces valeurs-là, c'est bien. Sachant que vous voyez, un simple vide au moment du bouchage, on descend à 170, 190 hectopascales, quasiment rien. Mais voilà, c'est des valeurs qui sont acceptables. Et donc à la fin, on fait bouteille par bouteille, on va regarder en fait l'oxygène total en faisant la somme de la fraction. Donc vous l'avez ici, la fraction gazeuse et la fraction dissoute, et on va avoir la valeur d'oxygène total au cours de la mise. On voit déjà la tête 8 là qui présentait déjà une hétérogénéité au niveau du bouchage. Vous voyez, on a quand même une valeur plus élevée, la tête 16 également. Voilà, donc ça c'est le bilan du conditionnement du vin. Grosso modo, on ne doit pas excéder 2 mg par litre d'oxygène total dans la bouteille. Sachant qu'il faut prendre en considération ce que l'on va avoir au départ. Donc moins on est riche au départ, et plus on peut se permettre d'enrichir le vin pendant cette phase-là. On a des chaînes à l'heure actuelle qui tournent en Gironde, et si le vin n'est pas doté d'oxygène dissous, on arrive à être à moins d'1 mg en fin de conditionnement, avec des bouchages très efficaces, un travail très propre et de très bons résultats. Ce qui est intéressant aussi, c'est de coupler ces résultats-là. On fait de plus en plus aussi de l'hygiène et notamment de la microbiologie. Alors de l'ATP-métrie, si on va avoir des résultats instantanés, et on fait également un peu de mise en culture et des contrôles microbiologiques post-conditionnement, parce que des valeurs en oxygène dissous importantes, on sait que le SO2 va pouvoir les gérer si on n'excède pas 2 mg. Par contre, ça peut constituer également un substrat. Si on en a laissé passer des micro-organismes, ça peut être aussi la source de développement de micro-organismes. Donc l'incidence ne sera pas tout à fait la même. En plus d'un vieillissement, on va dire, un peu prématuré et accéléré du vin, par son oxydation, on peut avoir aussi des déviations qui sont dues au développement de micro-organismes. Donc ça à prendre en compte également. Voilà, alors là, ça c'est un tableau récapitulatif qui vous donne... de tous les audits que l'on a fait, à peu près les valeurs limites. Donc, en blanc, la valeur qui est en dessous de l'intitulé, ça correspond à ce qui est souhaitable d'avoir en sortie de mise, enfin de ne pas excéder, on va dire. Et en rouge, ce sont les valeurs que l'on observe. Vous voyez qu'en oxygène total, on a des mises sur lesquelles on est à 7 mg. 7 mg. Notamment sur celle-ci, c'était un vin rosé qui a été mis pendant l'hiver, qui était à 4 degrés, des conditions de mise d'une chaîne artisanale qui n'avait jamais été contrôlée, et catastrophique. Voilà, et vous voyez qu'on peut arriver à des vins en mise terminée à 1 mg voire moins. Voilà, merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet ou... Donc il y a un micro qui peut circuler si vous avez des questions.